Est-ce que le micro se déclenche ? Mes chers collègues, nous reprenons nos auditions ce matin en recevant plusieurs personnes souhaitant témoigner des faits qu'elles ont subis de la part d'un humoriste et chroniqueur radio connu, révélé dès 2019 par Mediapart. J'accueille donc Madame Christine Béroux, comédienne, auteure et humoriste, Madame Elsa de Belilowski, comédienne, Madame Éponine Bégeja, responsable de production, Monsieur Bruno Gaccio, humoriste, scénariste et producteur de télévision, et Monsieur Kevin Brodfeld, chef monteur et réalisateur. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Vos témoignages nous importent en ce qu'ils nous permettent de mieux appréhender les mécanismes à l'œuvre dans le déploiement des violences dans le secteur culturel. Il s'agit pour nous de comprendre pourquoi cela arrive, mais surtout notamment dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, pourquoi cela se répète sans que l'auteur des faits ne soit jamais inquiété à titre professionnel. Je rappelle que nous ne sommes pas un tribunal et qu'il ne nous est pas possible de qualifier pénalement des faits ou d'établir la culpabilité de leur auteur présumé, et ce d'autant plus que des plaintes ont été déposées et pour certaines jugées à son encontre. En revanche, ce qui intéresse ici cette commission, c'est la responsabilité de l'employeur à son égard. Comment a-t-on pu laisser prospérer de tels comportements ? J'espère que vous nous aiderez à répondre à cette question, qui n'est pas sans rappeler d'autres affaires tristement célèbres. On pense notamment à Depardieu ou à Patrick Poivre d'Arvor. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter successivement à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Et coupé. Voilà. Et je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Vous avez la parole. Des propos liminaires avaient été prévus avant les questions, donc vous avez la parole. À qui ? Madame Béroux, en premier, par ici. Ok, je commence. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai travaillé avec Yacine Bellatar pendant 2 ans, et notamment dans les mêmes bureaux de septembre 2009 à juin 2010 pour une émission sur France 4. C'est à ce jour la pire année de toute ma vie. Au début, c'était merveilleux. Il m'encensait tout en instaurant un climat de flirt. Moi, j'avais 27 ans, j'étais très naïve, et quand il m'a embrassée la première fois, j'ai cru bêtement que c'était le début d'une relation sentimentale. Mais après ce premier baiser, il a fait comme si de rien n'était et a commencé à me dire que j'étais nulle, puis à m'appeler la grosse ou la moche. Si je m'en plaignais, il disait que je n'avais pas d'humour. Puis un jour, Yacine Bellatar m'a convoquée dans son bureau, il m'a plaqué contre le mur, m'a embrassée avec violence. Et quand je l'ai repoussé, il m'a mordu la lèvre. Je suis sortie du bureau la bouche en sang, ce qu'a remarqué un collègue à qui je me suis tout de suite confiée. Ce collègue est témoin que je voudrais remercier très sincèrement aujourd'hui, m'a ensuite protégée toute l'année, faisant en sorte que je ne me retrouve plus jamais seule avec Yacine Bellatar. Durant toute cette première année où mon bureau s'est retrouvé face au sien, Yacine Bellatar m'a violentée physiquement et psychologiquement. Il alternait les moments où il me disait que j'étais géniale et les moments où il me disait que je n'avais pas de talent, mais qu'il me gardait par loyauté. Parfois, il m'appelait le soir pour me dire que j'étais virée, puis le lendemain faisait comme si de rien n'était, ou recevait des filles dans son bureau en me disant « c'est ta remplaçante ». D'autres fois, pour rire, disait-il, Yacine Bellatar me plaquait au sol ou venait près de mon bureau m'asséner des coups à l'épaule quand ce n'était pas une chaussure qui volait en ma direction. Un jour, je me suis plainte auprès de son producteur Vincent Demarthe.
Ce dernier m'a dit, je cite, « T'as qu'à aller bosser chez Intel ». Bon, je ne souhaite pas citer le nom de la personne. « T'as qu'à aller bosser chez Intel, ce n'est pas des chaussures qu'on te balancera, mais des cendriers ». Fin de citation. Vincent Demarthe a ensuite transmis mes doléances à Yacine Bellatar lui-même, qui a réagi en me disant aussitôt que si je me plaignais encore, il allait me griller, que je ne travaillerais plus jamais, que je devais m'estimer heureuse de faire de la télé grâce à lui, car je n'avais pas de talent. Je précise qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, les humoristes sont tributaires des grands médias pour travailler et se faire connaître, donc je le crois, en pensant que c'est donc ça, la télé, qu'il faut passer par là, je me laisse humilier, finissant même par penser qu'effectivement je suis nulle et que je ne vaux rien. Kevin Brodfeld, ici présent, travaillait alors en salle de montage. Ayant subi lui-même son propre lot cette année-là, il pourra vous confirmer dans quel climat de violence nous évoluons. Je tiens à dire qu'en plus d'être un agresseur, Yacine Bellatar est également un escroc. J'étais payée environ 1 000 € net par mois pour coécrire une émission hebdomadaire et incarner moi-même une chronique dans la dite émission. 1 000 € par mois pour des semaines d'environ 50 heures. Et je n'ai bien sûr jamais touché de droit d'auteur. Quand j'ai été reçue par la police dans le cadre de la plainte déposée par Bruno Gassio, ici présent, j'ai listé pendant 2 heures toutes les violences physiques et morales que j'avais subies de la part de Yacine Bellatar. Et quand j'ai évoqué l'agression sexuelle, le policier m'a dit que comme il y avait déjà eu un baiser consenti quelques semaines plus tôt, ça allait être compliqué de me faire entendre sur ce terrain-là. Il m'a convaincue, probablement parce que j'avais extrêmement honte. Je n'ai donc pas porté cette agression à l'attention de la justice et je le regrette amèrement aujourd'hui. En revanche, j'avais bien mentionné avoir un témoin, quelqu'un qui pouvait confirmer toutes les violences que j'avais subies, mais également attester m'avoir protégée face aux dangers que représentait Yacine Bellatar. J'ai donné les coordonnées de ce témoin aux forces de l'ordre. Il n'a jamais été convoqué par la police. J'ai ensuite appris dans la presse que mon témoignage allait être mis de côté. Pour conclure, il m'est souvent demandé pourquoi je suis restée dans ces bureaux de l'enfer pendant 1 an, puis pourquoi j'ai suivi Yacine Bellatar au Move malgré tout ce que j'avais subi. Je vais répondre ici, non pas pour m'apitoyer, mais bien pour dire tout fort ce que beaucoup de victimes taisent par affect pour leurs parents proches ou moins proches. Je fais partie des enfants qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle et humiliante. J'ai connu très jeune la violence et la violence sexuelle. Plus tard, ma famille, en toute connaissance de cause, a choisi de protéger mon agresseur, comme ça arrive malheureusement très souvent. Donc, quand je rencontre à 27 ans Yacine Bellatar et les gens qui le protègent, à savoir Vincent Demarthe et Thomas Barbazan, c'est la réalité que je connais déjà et que j'ai l'habitude de subir. Pour moi, à ce moment-là, c'est ça la vie, et a fortiori la vie d'une femme. Nous sommes nombreux et surtout nombreuses dans ce cas-là, et c'est ça qui fait de nous des proies parfaites. Je tenais à le dire, car c'est, je trouve, un point qui n'est pas assez soulevé lorsqu'il est question d'aborder les relations d'emprise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour cet important témoignage. Madame Béchija. Alors, moi, pour débuter, je vais simplement lire un texte que j'ai écrit en avril 2019 et que j'avais publié sur un blog de Mediapart et qui raconte les faits brièvement. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un animateur de radio, /humoriste, /propriétaire minoritaire de théâtre, j'ai un avis et il intéresse souvent les chaînes d'infos parce que, faut bien meubler. Nous avons fixé un rendez-vous à sa demande dans les locaux de Radio Nova. Il m'a proposé un travail de directrice de production pour le contenu audiovisuel de ses prochains spectacles, Les Soirées Cheloues. Très rapidement, il m'a fait la cour, absolument déstabilisé par ce coup de cœur qui lui tombait dessus. Séducteur, flatteur, charmeur et surtout manipulateur. J'ai refusé de coucher avec lui et je n'ai pas eu le poste. Je ne l'ai plus revu après mon non clair et définitif, malgré mes relances pour fixer un rendez-vous professionnel et malgré son intention de faire la part des choses. Tu as du talent et bien sûr, tu as ma parole pour le travail. Je ne me suis jamais considérée comme victime, je n'avais pas envie que la parole se libère, je n'avais pas envie d'être féministe. Pourtant, aujourd'hui, le système actuel m'oblige à témoigner, parce que ce système m'a suggéré de me taire, de ne pas nuire à ma carrière, de ne pas passer pour une chieuse, et de considérer, si ce n'est normal, tout du moins banal, ce genre d'anecdote qui ponctue les carrières des femmes depuis des décennies. Il n'y a rien de grave dans cette mésaventure, ni pour moi ni pour lui, surtout pour lui d'ailleurs.
Rien de grave à se comporter comme un goujat dans le domaine professionnel. Rien de bien important à être mis en examen et à faire l'objet d'une information judiciaire pour, entre autres, harcèlement moral. Rien de très problématique à motiver une enquête de plus d'1 an par Mediapart, s'appuyant sur de nombreux témoignages de femmes qui signalent un comportement tantôt agressif, tantôt déplacé, mais constant depuis plus d'une dizaine d'années. Son employeur, Radio Nova, acculé lors de sa mise en examen, l'avait écarté de l'antenne. Communiqué de presse, action-réaction, on ne laisse pas passer ce genre de choses. Et puis cette semaine, en avril 2019 donc, en douce, sans l'annoncer fièrement, ils lui ont redonné le micro. Après une mise au vert d'1 mois, cet homme a repris les chemins des studios et s'apprête à se produire à l'Olympia dans le cadre d'un spectacle produit par Nova. Cet homme bénéficie d'un système bienveillant à son égard, tant mieux pour lui. Le même système qui me fera passer pour une femme aspirant à un halo de lumière, qui laissera planer le doute sur mes intentions, qui prônera l'extrême prudence et qui balayera d'un revers de main toutes les situations ne justifiant pas de poursuite judiciaire. Tant pis pour nous. Je précise que Yacine Bellatar m'a appelé pour me menacer, pour parler à mes employeurs, qu'il a ensuite appelé des ex-employeurs à moi en disant « Est-ce que tu connais cette personne ? Il va falloir qu'elle fasse très attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. » Je précise que je n'ai plus de nouvelles de lui depuis 2020, à part pour l'avoir croisé dans la rue. Il s'est installé à un café en face de moi, il m'a fixé pendant un quart d'heure et il a craché par terre. Voilà, ça c'est ce que j'avais écrit en avril 2019 et je me sens toujours pas victime parce que ma famille travaille dans le spectacle, j'ai un réseau assez fort, je n'ai jamais eu besoin de Bellatar pour travailler, je n'en aurai jamais besoin. Je suis très privilégiée et c'est pour ça que je souhaite parler, parce qu'en plus d'avoir une discrimination de genre, il y a une discrimination sociale. Merci beaucoup, Madame Novelizowski. Donc voilà, j'ai rencontré Yacine Bellatar en janvier 2016 avec ma compagnie d'impro. Nous étions à la recherche d'un théâtre et j'avais entendu dire que le théâtre du 10h était en train de refaire sa programmation, qu'il fallait voir avec un certain Yacine Bellatar, qu'il avait racheté le 10h. Je lui ai écrit sur Facebook pour lui envoyer le dossier de presse. Après plusieurs échanges, il me dit d'abord qu'il n'a pas le temps de nous recevoir, pas avant 2 semaines, que son planning est très chargé. Puis il me réécrit que, vu que j'ai l'air sympa, il accepte de nous rencontrer. Il nous raconte que le 10h lui appartient à 90%, qu'il a pour projet de racheter toutes les salles du boulevard de Clichy pour en faire le futur Broadway parisien. Il me dit que j'ai beaucoup de potentiel, que je peux aller loin, si j'en ai envie, et qu'il est prêt à m'aider. Il semble très concerné par le succès du spectacle. Il me donne beaucoup de conseils, commente régulièrement le casting de ma troupe et me dit comment je dois gérer ma compagnie. Par exemple, il me dit de retirer mon nom de l'affiche, qu'il n'y a que les gens qui n'ont pas confiance en eux qui écrivent leur nom. Ce que je fais, je retire mon nom. Je précise que la compagnie a déjà 4 ans à l'époque et que je ne lui ai pas demandé de se positionner de cette manière. Il parle beaucoup et longtemps. Je crois en plus qu'il n'a jamais vu le spectacle en entier. Il passait simplement une tête de temps en temps, nous apercevions son ombre à l'entrée de la salle, puis il repartait. Parfois, il partait en tournée et là, j'avais plus du tout de nouvelles. En juin 2016, il me propose de jouer dans une pièce, Doudou, qu'il a coécrit avec Thomas Barbazan. Il m'a soufflé qu'il y avait un rôle pour moi. Alors que je suis certaine d'avoir le rôle, il me fait finalement passer un casting ainsi qu'à d'autres actrices de ma compagnie. Il me donne ensuite le rôle, puis me le retire 2 semaines plus tard par message en plein été, car selon lui, je ne suis pas assez disponible. Il ne répond pas à mes appels et me laisse avec ça tout l'été. Finalement, à la rentrée, j'ai le rôle. Et même si je commence à observer à quel point il est difficile de bosser pour Yacine et non pas avec Yacine, j'accepte le projet. C'est la présence des autres acteurs qui me rassure, ainsi que toute l'équipe du 10h qui est très sympa avec moi. Voilà, je souligne que je dois souligner qu'ils étaient sympas avec moi, parce que quand une équipe est sympa, on doit le souligner, alors que normalement, c'est la normalité, mais comme on a l'habitude des relations un peu difficiles, voilà. Bref, Yacine Bellatar se met à me dire « je t'aime », il me chuchote ça à l'oreille quand il me croise dans les couloirs, il me dit qu'il me veut, qu'il est fier de moi, il me parle souvent de ma bouche. Je suis en couple à ce moment-là et il se permet beaucoup de commentaires sur ma relation. Pourquoi ton mec vient jamais te voir? C'est qui? Tu devrais le quitter. Il me fait comprendre que si je veux réussir, je dois faire ce qu'il me dit. Un soir, il me fait un débriefing après la pièce à 23h. Je suis seule dans son bureau, même si je m'assure de ne jamais être seule avec lui dans le théâtre. D'ailleurs, c'est une des règles que je me suis fixée inconsciemment, c'est de jamais être seule avec lui, d'accepter que des rendez-vous en journée et en public.
Lors de ce débriefing, il dit rien, juste il me fixe. Puis là, il me pose une question. Alors, tu t'es trouvé comment ? Et hoche la tête, pensif, sans me dire le fond de sa pensée, en me laissant quoi ? Voilà. À force, je viens avec la boule au ventre au théâtre et je commence vraiment à douter de moi. Est-ce que j'ai bien joué ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que... Je deviens un peu perdue, quoi. Je commence à avoir peur de lui, de son jugement, à être stressée dès que je le vois, dès que je lui parle. Il m'envoie souvent des messages, à pas d'heure, me propose des balades pour discuter. Je sais jamais comment lui répondre, comment refuser ses avances sans le vexer, sans le fâcher. C'est mon patron. Et puis, parce que en plus, j'ai déjà vu Yacine s'énerver sur d'autres personnes et les humiliations qu'il fait subir, et j'ai pas envie de vivre ça. Il me propose des rendez-vous à pas d'heure. Voilà, il m'envoie des textos insistants, je ne réponds pas. Une fois, il me propose de l'accompagner à un rendez-vous pro, et là, je me retrouve à visiter une boîte de striptease au milieu du boulevard de Clichy. Apparemment, c'était une salle qu'il voulait racheter, donc je me retrouve dans ce lieu. Je suis surprise d'être là et trouve un prétexte pour partir. Un matin, il me retire ma compagnie de la programmation du 10h. Il nous vire le spectacle, sans explication. Je ne sais plus comment je l'ai appris, mais je me rappelle de la violence avec laquelle je reçois la nouvelle. Cette compagnie, c'était toute ma vie. J'avais beaucoup investi pour le spectacle. Il me donne rendez-vous le lendemain. Donc, il me donne le rendez-vous le lendemain pour déjeuner. J'arrive en larmes, en colère. Je comprends pas, je veux juste des explications. Je n'ai pas faim, mais il insiste pour que je commande à déjeuner. Je le regarde en face de moi, je vois que vraiment, on n'est pas en train de vivre la même chose. Il me dit qu'il va m'inviter. Enfin, il est détendu. Moi, je prends sur moi pour ne pas l'insulter, lui demande des explications. Et là, il change de visage, il devient froid. Il m'explique qu'il a entendu dire que j'avais raconté à un autre lieu, le Paname, où on jouait avant avec ma compagnie d'impro, que j'avais raconté donc au Paname nos conditions financières au 10h. Là, il me dit que je ne dois parler à personne de comment cela se passe au 10h, que je ne dois jamais parler d'argent, de rien, qu'il accepte de nous reprendre, mais qu'à partir de maintenant, s'il entend que j'ai encore parlé, ou quoi que ce soit, je serai virée définitivement, qu'il connaît beaucoup de monde, qu'il peut me faire monter aussi bien qu'il peut me griller dans tout le milieu. Un jour, il me donne rendez-vous dans un parc à côté du théâtre du Rond-Point. En me faisant la bise, il détourne sa tête et essaie de m'embrasser avec la langue. Je recule, et là, il me regarde et il me dit « T'as vraiment un rapport étrange avec les hommes ». J'ai souvent repensé à cette phrase. Et oui, je comprends mieux pourquoi maintenant. C'est vrai que cette phrase m'a travaillé. J'ai un rapport étrange avec les hommes. Non, pas tous les hommes, certains hommes, ce type d'hommes. En 2017, le théâtre change notre programmation. Et des mercredis, on passe au dimanche soir, sans nous concerter encore une fois. Je ne tiens que par le soutien de ma compagnie. On l'évite au maximum. Et là, plusieurs personnes, des acteurs du théâtre, des techniciens, des partenaires de jeu, viennent me voir et me demandent comment ça se passe avec Yacine, qu'ils voient comment il est avec moi, qu'il a fait ça à une autre. On me dit qu'on est là pour moi, que s'il m'arrive quelque chose, on est là pour me protéger. Mais moi, je ne comprends pas de quoi il me parle. Je comprends pas, c'est quoi ça qu'ils voient? Je vois bien qu'il y a un problème, mais je comprends pas ces gens qui viennent me voir, mais alors que tout ça continue en fait. Je ne le croise plus, je ne le croise presque plus. Aussi, j'apprends qu'en réalité, il n'a que 2% du théâtre de 10h, qu'il ment, et surtout, je commence à entendre d'autres histoires avec d'autres comédiennes le concernant. D'autres comédiennes avec qui il s'est engueulé, avec le même mécanisme, celui de la confiance, de la position hiérarchique. Je commence à comprendre que je ne suis pas seule. En 2018, nous quittons définitivement le théâtre du 10h. D'ailleurs, à ce moment-là du théâtre, on avait un nouveau surnom dans le théâtre, ils nous appelaient les improputes. Voilà. Fin 2018, je commence à être contactée par des journalistes qui enquêtent sur ces agissements, par d'autres comédiennes, d'autres comédiens, d'autres victimes qui voudraient que je porte plainte. Apparemment, mon nom revient souvent. Je ne me sens pas capable de porter plainte, je n'ai pas du tout envie de me confronter à lui. À ce moment-là, je ne vois plus du tout Yacine Bellatar et je ne veux plus du tout repenser à tout ça. Aussi, mon entourage m'encourage à ne pas parler. Ça va gâcher ta carrière. Ton nom sera associé au sien toute sa vie. Dans les journaux, quand on tapera Elsa, on verra Yacine. Je me sens complètement perdue. Je ne suis pas capable à ce moment-là de mesurer en plus les conséquences sur moi. Puis un jour, j'ai été bouleversée par le coup de fil d'une journaliste qui m'a dit qu'un baiser volé forcé, c'était une agression sexuelle. Ok. Et que mon témoignage est du coup légitime, que j'étais victime.
Depuis, j'ai plus de nouvelles de lui, sauf dans le journal télé, quand il est invité à représenter la France au Maroc, par exemple. Au fil des années, d'autres personnes ayant croisé sa route sont entrées en contact avec moi, me demandant de parler. 6 ans que je me pose la question, depuis 2018. Voilà, est-ce que je vais parler pour que cela s'arrête, parce qu'il y a trop de vies abîmées. J'ai été contactée aussi pour d'autres affaires, notamment pour l'affaire de mon chef de chœur quand j'étais enfant à la maîtrise de Hauts-de-Seine, pour l'affaire de mon professeur à l'écart, mon professeur de théâtre qui m'a formée. Voilà, eux aussi ont été écartés de leur fonction. Donc en plus, j'ai réalisé lors de ces 6 dernières années que tous les maîtres, tous mes formateurs, toutes les personnes à qui j'ai donné ma confiance, qui m'ont appris le métier, et aujourd'hui se retrouvent avec des témoignages et des affaires. Donc c'est un peu tout mon monde qui s'écroule. Mais voilà, là ça va mieux. Je me suis habituée à avancer, à enfouir ces moments et de devoir m'y replonger pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça a été une vraie torture. Je remercie les personnes de ma compagnie qui m'ont beaucoup aidée à ressortir tous les souvenirs parce que j'avais effacé pas mal de choses. Voilà, parce qu'en fait, c'est des violences qui ont été commises sans violence. Et c'est là toute la perversion du truc, en fait. Voilà, merci de m'avoir donné l'opportunité de déposer ça ici, à vos côtés aussi, et de m'avoir écoutée. Merci, merci, mes plus sincères excuses pour l'arrivée en retard. Tout Paris est bloqué, je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Gassiou. Oui, pardon. Et oui. Je vais faire succinct. Et si vous avez des questions, je rentrerai dans le détail. J'ai fait engager Yacine Bellatar par Canal+ en 2015, en juillet, je crois, ou août, pour présenter une émission qui s'appelle La Grosse Émission dans le cadre de la relance de la chaîne Comédie que Canal+ m'avait confiée. Et il a fallu choisir un présentateur et il s'est avéré qu'on a choisi Yacine Bellatar pour les raisons qui sont évoquées souvent ici, sa sympathie, sa façon de séduire, sa drôlerie, cette façon qu'il a d'envelopper les gens. Et on l'a engagé, je l'ai engagé avec l'accord de Claire Basini, qui était ma supérieure hiérarchique, qui s'occupait de toutes les chaînes thématiques de Canal+. Et on le choisit et je décide. On le choisit pour 2 mois d'émission. On a signé 2 mois, de octobre à fin décembre 2015. Et ces 2 mois sont 2 mois d'essai. C'est important pour la suite. Ensuite, j'organise le travail moi-même en faisant un grand casting où on va faire venir plein de gens. Et Yacine me dit, c'est pas la peine, on va faire venir mes copains, t'inquiète. Je lui dis, non. On ouvre à tout le monde et on verra bien ce qui se passe là-dedans. Ça ne veut pas dire que tes copains sont rejetés, ça veut dire simplement qu'on ouvre et qu'on voit ce qui se passe. Et ce que je fais, je l'ai fait pendant toute ma carrière au Guignol, c'est choisir des personnalités avant de choisir des talents, en fait. Il faut que quelqu'un soit capable de faire les choses parce qu'il a une personnalité qui lui permet de les faire. Et quand on choisissait, Yacine détestait l'idée que quelqu'un ait une forte personnalité. Il s'arrangeait toujours pour repousser, notamment les femmes qui avaient une forte personnalité. Bref, on fait cette grande réunion, on choisit une équipe très large en sachant que des gens vont s'arrêter en route, comme ça se passe dans une équipe quand on commence. Et on me demande de faire des émissions 0. Et je dis, je ne vais pas faire une émission 0 sur une quotidienne, on va en faire 20. Puisque moi, ce que je voulais, c'est que les gens viennent travailler le matin et que le soir, on lise l'émission et qu'on voit la capacité de chacun à remplir cette émission avec son talent et sa personnalité. Et puis, ceux qui n'y arrivaient pas, ils seraient partis d'eux-mêmes. C'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est de confier à Yacine, qui était le présentateur de cette émission, le management de ça. De lui dire, puisque tu es le présentateur, tu seras le chef d'équipe. Et donc, tu dois faire en sorte que cette équipe, autour de toi, se soude, et puis on verra bien ce qui va en sortir. On ne peut pas savoir au départ. Et ça se passait dans un open space parce qu'au début, on n'avait pas vraiment de bureau, on n'avait pas vraiment d'espace, donc on travaille dans un open space. Le soir, on fait une lecture de l'émission qui a été préparée le jour.
il ne travaillait pas. Il créait un climat que tout le monde me rapportait en disant « mais c'est juste impossible, on ne peut pas travailler avec ce mec ». Il met Internet à fond, il fait du bruit, il n'arrive pas à l'heure, il vient voir ce qu'on fait en nous disant qu'on est mauvais, qu'on est nul, il se comporte mal avec les femmes et tout. Et je ne mesure pas à ce moment-là ce que ça veut dire. Je me dis, on est en train de créer une équipe, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il teste les gens, je ne sais pas ce qu'il fait. Au bout d'une petite semaine, j'ai 3 plaintes. Aude Gonier-Goubert, qui a témoigné dans Mediapart, qui faisait le JT, qui était une très forte personnalité. Aude, c'est une très forte personnalité qui sait se défendre. Et elle avait eu un accident, elle s'était cassé un bras, elle avait été opérée, et Yacine l'aurait, enfin elle dit ça, il l'a plaqué contre le mur en lui disant « je vais te péter l'autre bras ». Elle me dit ça. Là-dessus, il y a une autre fille qui s'appelle Maud Givert, qui est une femme qui travaillait dans la cellule auteur de Canal à l'époque et qui était de fait pour moi dans l'équipe. Je la mettais dans l'équipe parce qu'elle travaillait déjà à Canal+. Elle, il l'a humiliée à longueur de journée, un peu comme les témoignages. Ça ressemble vraiment à ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a dit et ce que ces filles m'ont dit. Et une troisième qui s'appelle Constance, qui est une humoriste, qui devait faire la météo tous les jours et qui m'a dit « je le fais qu'une fois par semaine, et je prépare chez moi et je viens faire l'émission, je ne veux pas être dans la même pièce que lui. » Et pourquoi? Je ne peux pas te dire, enfin c'est compliqué, c'est difficile avec lui. Et les seuls avec qui ça se passait bien, c'était ses copains mecs. Et moi, j'ai commencé à aller dans ces réunions. Et là, je lui disais, mais il faut que tu travailles. Je veux voir ton travail, moi, en fin de journée. Ta capacité à toi à faire un éditorial chaque jour sur de l'actualité. Il me disait, ouais, mais je le ferai, t'inquiète pas. Là, je regarde des trucs sur Internet, mais eux, ils sont... Et à un moment, ces 3 témoignages étant réitérés, j'ai convoqué Yacine en lui disant, voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, mais non, mais c'est le métier qui est comme ça, c'est des femmes fragiles, on a besoin de gens forts pour faire une quotidienne, c'est juste des femmes fragiles, t'en occupes pas, j'ai rien fait. Je dis d'accord, mais je demande quand même une réunion à Claire Basini, qui est ma supérieure hiérarchique, et à Marie Toublanc, qui était la directrice de production. Et je leur dis, voilà ce qu'on me rapporte. L'ambiance est visiblement foireuse dans l'open space. Je vous propose qu'on le vire tout de suite. On était à 10 jours du début de l'émission. Et je dis, on le vire. On avait vu d'autres gens avant, il y en a bien un ou une, parce qu'on avait des femmes aussi qui pouvaient présenter l'émission, qui va accepter. Et si personne n'accepte, au pire, je commence, je fais un intérim jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mais si on commence avec ce mec, on va avoir de gros problèmes. Et dans cette réunion, j'apprends par la bouche de Marie Toublanc que l'émission continuera au-delà des 2 mois d'essai, mais que c'est plus nous qui allons la faire, c'est Hanouna. Que la production allait être donnée à Cyril Hanouna et à sa boîte de prod H2O. Que c'était acté par Bolloré à ce moment-là. Et je dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, la décision qui a été prise, je vais la mettre collective, mais elle n'est pas si collective que ça, c'est que tous les 3, on s'est dit, si on décide de le virer maintenant, alors Bolloré risque d'en profiter pour dire, bah, on arrête tout de suite, on ne vous donne pas l'argent et tout ça. Ce que voulait Hanouna, on l'a su après, c'était pas faire une émission, parce qu'il l'a fait pendant quelques semaines, c'était prendre le budget de comédie. Et donc on a décidé de continuer de faire ces 2 mois avec Yacine. On a eu de nouveaux bureaux et on a fait ce que, parce qu'il disait ça, on a séparé les filles qui pouvaient avoir des problèmes. On a fait en sorte que jamais elles soient en contact avec lui autrement que pendant le direct. Et on a tenu à peu près 2 mois comme ça dans une ambiance assez pourrie. Et à la suite de cette réunion, j'ai parlé à ma compagne, qui est comédienne aussi, de ça. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il me dit, ouais, je te l'avais pas dit à l'époque, mais pendant qu'on faisait le grand casting, il m'avait attrapé, il m'avait plaqué contre le mur dans un couloir.
en me disant c'est pas parce que tu couches avec le patron que tu seras dans l'émission, et tant que moi je serai dans l'émission, toi tu y seras jamais. Je dis pourquoi tu me l'as pas dit à l'époque? Les mêmes raisons que tu as évoquées en fait. Je veux pas être une chieuse, je veux pas arrêter un projet, je veux pas passer pour la féministe de service. Et puis à la fin elle me dit en plus si je te l'avais dit, tu lui aurais probablement mis ton poing dans la gueule. Je dis c'est une possibilité. Donc c'est moi qui aurais eu des emmerdements à ce moment-là. Et je me suis souvenu à l'époque que j'avais rencontré Bruno Gaston, qui était à l'époque directeur des programmes de France 4, je crois. Et je lui avais dit, tiens, on va relancer Comédie, je relance la grosse émission, et on a pris Yacine Bellatar. Il m'a regardé, il m'a dit, oh, ben, je te souhaite bien du courage. Et il ne m'a pas dit pourquoi. J'aurais aimé qu'il me dise pourquoi. Et nous, quand on a pris la décision de le garder, on a pris la décision de le garder pour sauver une émission, pour sauver un budget, pour sauver un peu de pouvoir, peut-être des carrières. Mais on n'a pas assez pris en compte, et je le regrette vraiment beaucoup, le bien-être de ces femmes. Et la malveillance et la toxicité de quelqu'un dans ce genre de réunion, c'est très compliqué à percevoir, même si on le voit et que c'est gros comme une maison, mais dans toute la hiérarchie, c'est très compliqué de dire stop, on coupe. Parce que tous ceux qui perdent dans cette histoire, c'est les comédiens, les producteurs, les auteurs, c'est eux qui perdent le plus. Et face à ça, le mal-être des femmes, ça pèse pas parce qu'il y a un système qui est comme ça, quoi. C'est le système qu'il faut changer. Il faut pouvoir protéger. Moi, j'aurais voulu être protégé, pouvoir. La logique aurait voulu que je dise à mon supérieur hiérarchique, Claire Basini, voilà ce qui se passe, qu'elle aille voir le patron de la chaîne et qu'il lui dise voilà ce qui se passe, voilà pourquoi on le vire. Et qu'à aucun moment, il y a la peur de se dire oh là là, si on fait ça, on va être viré, on va prendre des risques. Non, il n'y a aucun risque à dénoncer une atrocité. Moi, je trouve ça atroce. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je répondrai. Merci beaucoup, Monsieur Bortfeld. Bonjour, alors je suis monteur vidéo et j'ai rencontré Yacine Bellatar en 2009 dans le cadre de son émission On achève bien l'info sur France 4. J'ai été engagé en tant qu'assistant monteur à la sortie de mes études. Donc je travaillais avec des humoristes, des auteurs et des comédiens donc, dans une ambiance plutôt bon enfant et où on faisait régulièrement des blagues sur divers sujets. Et pendant une petite période, on faisait des vannes entre nous sur nos différences. Et ça me plaisait parce que du coup, je me sentais intégré à l'équipe. Et à titre personnel, je suis à moitié kabyle et à moitié d'Europe de l'Est. Donc j'ai un peu de famille juive qui a été déportée. Et donc les blagues me concernant étaient sur mes origines juives. Et une fois que cette période de blagues entre nous est passée, il a continué à m'appeler le juif. Et c'était donc hors contexte, il n'y avait plus de blagues. C'était le matin pour se dire bonjour ou quand on se croisait à midi ou le soir. Je lui ai plusieurs fois rappelé que je m'appelais Kevin et non pas le juif, mais il a continué. Alors après, je ne lui ai pas fait la réflexion systématiquement parce que ça n'avait pas d'impact, parce que c'était mon patron, c'était mon premier travail, et que je ne connaissais pas bien ce milieu et que je n'avais pas envie de me griller avec quelqu'un qui avait potentiellement du pouvoir et qui pourrait m'empêcher de travailler. Enfin, c'est mon premier boulot, je ne vais pas commencer comme ça. Et comme l'a dit Christine tout à l'heure, je sais qu'il peut être violent. Il y a un matin où je suis arrivé, personne ne parlait, personne ne travaillait, ce qui est assez inhabituel. Et donc j'ai fini par savoir qu'en fait l'un des auteurs lui avait signifié qu'il souhaitait cesser de travailler avec lui. Et donc ça l'avait mis en colère. Et donc dans sa colère, il s'était mis à frapper dans une bibliothèque et à la renverser. Et ce qui avait donc créé cette ambiance assez dramatique. Après, moi, je n'ai plus eu de contact à la fin de la saison, quand l'émission s'est arrêtée. On s'est recroisés par hasard 2 fois avec plusieurs mois d'intervalle.
une fois à l'Olympia pour un spectacle d'humour et une fois à l'enregistrement d'une émission à Radio France. Donc comme je l'ai croisé, je suis allé le saluer. Et donc il m'a encore une fois appelé le Juif, alors que ça faisait donc des mois qu'on n'avait plus contact. Et donc voilà. Et après ça, on n'a plus contact directement en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, merci pour la force de ces témoignages. Merci pour leur courage aussi, parce que c'est pas simple de dénoncer. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous commencer pour une première question? Oui, merci Madame la Présidente, merci pour vos témoignages. Ils sont tellement édifiants que, à certains moments, je me demandais si on n'était pas dans la caricature et s'ils allaient nous apporter quelque chose. Mais ils sont tellement caricaturaux. C'est assez terrible. Sur Madame, sur les uns et les autres, surtout, Madame Elsa Bilikowski, vous aviez dit c'était pas vraiment des violences et c'est là que qu'il était limite. Mais si, c'était des violences, Madame. C'était des violences. Les violences morales sont l'addition de petites choses. Il faut le répéter. C'est pas nécessairement une baffe, une agression. Voilà. Voilà. Je tenais à le dire parce que par rapport aux gens qui nous écoutent, il faut le rappeler. Alors, j'arrive pas à voir. J'ai fait quelques recherches là, Internet, s'il y a encore des procédures en cours, parce que s'il y a des plaintes posées, ou si tout est purgé. C'est une vraie question parce que c'est par rapport à nos angles et par rapport à comment dire, à la commission d'enquête, à ce qu'elle a le droit de faire. Fait, la commission d'enquête, pardon pour préciser, n'a pas le droit d'investiguer des affaires qui sont voilà, traitées par la justice, qui sont en cours de traitement par la justice. Donc il faudrait que vous nous précisiez peut-être... Tu peux couper ton micro comme ça. Pardon. Juste, est-ce que vous avez connaissance d'affaires en cours ou pas? Alors moi j'ai assisté à un procès il y a 1 an et demi. Je sais qu'il a été condamné pour menace de mort envers Kader Aoun et Kevin Razi. Moi j'avais témoigné lors de cette enquête, comme je vous l'ai expliqué. Mon témoignage est passé à la trappe et me concernant il y a prescription, donc je peux plus rien faire. Voilà. Ok, donc vous pouvez en parler très librement du coup. Vas-y. Non, voilà. J'ai une interrogation à vous poser sur quelque chose qui est la façon, par exemple, de cette blague permanente qu'il faisait en vous appelant le Juif, et puis qu'au bout d'un moment, hors contexte, il continue à vous appeler le Juif. Moi, j'ai une vraie interrogation depuis qu'on a commencé cette commission d'enquête sur le niveau de violence généralisé dans cette société et en particulier dans certains milieux du monde de la culture. C'est-à-dire qu'on est dans la culture du clash permanente. C'est permanent qu'il faut faire le bon mot au détriment souvent d'une personne qui le prend comme ça parce qu'elle est dans un groupe et que ce groupe semble accepter alors que tout le monde se regarde les pieds. Et je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde lit les réseaux sociaux, tout le monde parfois participe à cette politique, cette culture du clash, et tout le monde en est très mal à l'aise. Et je voulais savoir comment vous avez vécu ces agressions perpétuelles qui s'auto-alimentent parfois, parce que pour survivre dans un groupe, et j'imagine que peut-être Monsieur Brodfeld, vous avez fait des blagues aussi à d'autres, et je crois que vous l'avez dit à demi-mot, comment on peut se sortir de cette culture de la malveillance, quelque part, dans des groupes, dans certains groupes, et j'ai l'impression que dans l'humour, c'est quelque chose qui me semble être un peu latent tout le temps. C'est-à-dire que on est presque drôle quand on dit du mal de l'autre, quoi, d'une façon habile. Et j'aimerais bien qu'on puisse en sortir, moi, de ça, en tout cas.
J'ai un peu un jugement là, plus qu'une question, mais je pose quand même la question. Je me permets juste d'ajouter que les violences sont différentes de l'humour, hein, et qu'il peut y avoir, et que là, en l'occurrence, ce dont vous avez témoigné, c'est de violences psychologiques, de violences physiques et d'une toxicité. Moi, j'aurais une question pour enchaîner. Du coup, vous pourrez répondre à la question, aux deux questions en même temps. C'est comment se fait-il que les différents employeurs de Yacine Bellatar aient continué? En fait, comment vous expliquez ça? Par quel procédé et voilà. Madame Béraud. Oui, je vais répondre brièvement à vos deux questions. Alors déjà, Monsieur Balanon, je vous rappelle que moi, mon témoignage date de 2009. À l'époque, il n'y a pas les clashs sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, Yacine, il peut même pas s'excuser de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est gratuit, c'est méchant. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore cette culture-là. Donc en fait, Yacine Bellatar, je pense, purge sa violence avec nous sous couvert de l'humour. Et moi, je m'en suis beaucoup voulu à l'époque, et je m'en excuse auprès de toi, Kevin, il se faisait appeler le juif, et je regrette amèrement de n'être jamais intervenue, mais moi de mon côté je me faisais appeler la grosse, la moche, les autres n'intervenaient pas non plus. Il y avait une espèce d'accord tacite, oui, entre nous, mais entre nous on s'entendait bien, et il y avait quelque chose finalement d'assez joli, c'est qu'entre nous ça se passait bien, et c'est ça qui a fait qu'on a tenu pendant une année. Et pour répondre à votre question, Madame Rousseau, moi me concernant, je sais que dans les premiers jours de notre collaboration pour France 4, notre producteur Luc Besson est venu dans les bureaux en nous disant voilà, c'est super, cette émission, vous allez voir, ça va vous propulser très haut. Il croyait très fort en ce projet, il croyait très fort en Yacine Bellatar. Moi, je débarque de ma province, j'ai 27 ans, j'ai Luc Besson en face de moi, j'y crois. Et je pense que quelque part, il a scellé notre prison. Voilà, c'est-à-dire que de là, on était tous hypnotisés, on était tous sous emprise. Et voilà, et je pense, ensuite, j'ai cité Vincent Demarthe et Thomas Barbazan, et je vais les citer encore. Ce sont des lâches. Voilà, qui ne nous ont pas protégés, qui étaient eux-mêmes sur un piédestal posé là par Yacine Bellatar. Eux-mêmes, ils ont cru à des promesses. Je pense qu'ils le regrettent aujourd'hui. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Est-ce que vous voulez compléter? Oui, Madame Bégué. Juste pour compléter, donc moi, j'ai rendez-vous avec lui à sa demande dans les locaux de Radio Nova. Après coup, en fait, je me rends compte, je pense qu'il avait des rendez-vous avec des nanas tous les jours, qu'il en faisait venir quand il voulait. J'ai un mail de mars 2019, j'ai écrit à un ami qui travaille chez Nova. C'est l'époque où il y a le clash avec Bruno sur Twitter, où il y a la mise en examen, où il a été retiré, etc. Et mon ami me répond « Ça me désole que la direction continue de le soutenir juste parce qu'ils ont peur de son pouvoir de nuisance ». Donc, c'est un pouvoir de nuisance qui, selon mon avis, est fantasmé. Je comprends que les gens, quand ils le voient maintenant représenter la France lors d'un voyage présidentiel, se demandent effectivement quel est son vrai pouvoir. Mais en tout cas, oui, il y a une peur parce qu'il ment et que les gens tirent profit de ces mensonges. La direction de Nova, à l'époque, elle est très contente de tout le buzz sur les réseaux sociaux, des chroniques des humoristes, etc. etc. Ça marche bien. Donc, en fait, ils laissent passer. Mais par contre, ils savent que ça se passe comme ça. Ça, c'est clair et net qu'en interne, on a tous les témoignages possibles pour dire qu'ils savaient qu'ils recevaient des filles, qu'ils proposaient des stages à des filles et qu'en fait, ça n'allait pas au bout. Le théâtre de 10 heures, c'est pareil. Le nombre d'invitations par Messenger pour son spectacle, avec des filles qui débarquent devant Thomas Barbazan, devant les enfants de Bellatar, etc. Enfin, il y a une sensation, en tout cas moi j'ai eu la sensation en 2019 que c'était vraiment établi depuis longtemps et qu'ils faisaient ça en toute impunité. Et j'ai pas eu l'impression que les patrons de Radio Nova aient eu quelque chose à en faire. Mais ils le savaient, il y a eu des signalements ou pas officiels, juste... Le mail dont je parle, où on parle de son pouvoir de nuisance, il a été mis au banc pendant 1 mois et il est revenu. Merci. Allez-y. J'ai complété aussi, Madame Rousseau, pour répondre à votre question. Effectivement, moi, quand j'entends même les témoignages de mes partenaires, et que ça date de 2009, moi, ce que je vous ai exposé, c'est 2016. Et effectivement, ça me rend dingue de ne pas avoir été au courant de tout ça, ou quand on n'en ait pas parlé, et que ce mec
ce monsieur, bref, soit à la tête d'un théâtre et d'une programmation, à rencontrer énormément d'artistes et de compagnies. C'est vrai que c'est dingue. De se rendre compte de ça et donc de ce système qui perdure, parce que voilà, il avait un charisme et tout ça. Et pour répondre à la vôtre, nous par exemple, donc dans le théâtre, pour rigoler, notre compagnie s'appelait Les Improvocantes. Donc notre surnom c'était les improputes. Oh, les petites salopes, elles arrivent, parce qu'on n'était que des nanas, voilà. Ça faisait rire tout le monde et nous on riait aussi. Et après on allait dans les loges, on était là, oh, qu'est-ce qu'ils sont lourds, franchement. Mais en fait, alors dans le milieu de l'humour, on a été habitué à ça, en fait, à être considérés comme des petites pépettes et à devoir rire de ça. D'ailleurs, on en riait aussi sur scène, presque, on était contente, on se disait qu'on pouvait libérer ça sur scène et on faisait beaucoup d'impro là-dessus, où on jouait des gros lourds, voilà, ça nous amusait. Et effectivement, dire quelque chose, c'est casser l'ambiance, c'est plus être drôle, c'est être féministe, voilà, une chienne de féministes. Et du coup, donc nous, notre but, c'est quand même, faut le rappeler, c'est notre travail, c'est notre gagne-pain, c'est notre vie. Donc on veut juste travailler, en fait. Donc effectivement, pour avoir le bonheur d'être sur scène et de faire notre métier, on avale tout ça parce que le plaisir de ce métier passion aussi est presque plus fort que le reste, en fin de compte, non, parce que ça abîme avec les années. Et nous, en fin de compte, la compagnie, après, s'est dispatchée et ça a été compliqué pour certains de remonter sur scène. Mais voilà, c'est qu'avant, voilà, moi, c'était à l'époque de Balance ton porc. Et on se le disait, nous on sait qui c'est notre porc, mais jamais on l'aurait balancé. Enfin voilà, c'était très loin. On pensait pas que c'était nous dont on parlait, et c'était nous. Même MeToo, tout ça, en étant comédienne, avant de me sentir concernée, justement, on parlait des violences qui sont pas des violences. Moi, pendant très longtemps, je croyais qu'un viol c'était violent, que c'était on m'arrache les vêtements, c'est pendant très longtemps, c'est récemment, c'est encore une fois merci à celles qui ont et à ceux qui ont déjà parlé, parce que c'est tous les témoignages, c'est l'affaire Pellico, c'est Judith Godrèche, c'est toutes ces femmes qui ont pris la parole ces dernières années, qui ont réellement permis d'ouvrir les yeux sur un système auquel on s'était habitué et on avait l'habitude d'avancer là-dedans, quoi. Et c'était la vie, quoi. Et donc c'est chouette, ça change, mais c'est récent, quoi. Et dans lequel une des conditions de survie est peut-être de ne pas le voir aussi. Est-ce que vous aviez des éléments de réponse? Non, c'est bon. Monsieur le rapporteur, Sarah Legrain, vous aviez aussi une question après? Monsieur le rapporteur et après... Oui, monsieur Gassiot, pardon. Juste pour répondre à monsieur le rapporteur sur comment on peut arrêter ça et pourquoi il y a cette tolérance et pourquoi, principalement dans le milieu de l'humour, j'ajoute que je ne suis pas humoriste, moi je suis auteur. Humoriste, c'est un vrai travail, le son, c'est monter sur scène, c'est un vrai travail. Moi, je suis que auteur. Et j'essaye de faire drôle, et j'y arrive pas tout le temps. Pourquoi dans le milieu de l'humour, ça se passe comme ça? Parce que ça dépend dans quel endroit on est. Si on fait de l'humour politique, ça va être très violent sur la politique. Si on est dans l'humour, je parle de Scrabble, ça va être très violent sur les rapports entre les humains. Aujourd'hui, dans le stand-up, c'est beaucoup les rapports hommes-femmes. Vous avez remarqué, les gens, moi, ma femme, c'est souvent ce type de rapport-là. Ce qui détermine jusqu'où on peut aller, c'est le groupe. J'ai vécu dans plein de groupes. J'ai fait 4 équipes d'auteurs au Guignol que j'ai formées. Et à chaque fois, nos tolérances étaient celles du groupe, celles de... Géographiquement, dans un bureau, on pouvait dire des choses parce que tout le monde pouvait agréer à ces choses. Si quelqu'un avait dit « ça me gêne », que tu l'appelles le juif, ça me gêne. Ah, ok, on se serait arrêté. Mais on aurait pu faire ça. On aurait pu faire ce genre de choses. Parce que quand on est dans un groupe, c'est l'ordre du groupe qui compte. En dehors de ce groupe, on se comporte comme la société veut qu'on se comporte et la loi veut qu'on se comporte. Il est interdit de diffamer, il est interdit d'injurier, ce que fait régulièrement Bellatar en dehors.
c'est interdit d'être violent, c'est interdit de frapper les gens. J'ai été condamné pour ça, moi, parce que j'ai mis une claque à un paparazzi un jour. Bah ouais, il ne faut pas le faire. J'ai été condamné, j'accepte la condamnation. Mais dans un groupe d'humour, le niveau d'infamie jusqu'où on peut aller est déterminé par le groupe. Si tout le monde est d'accord, personne ne va crier. Si une femme au milieu dit « Arrêtez les gars, ça me gêne énormément », le groupe s'arrête. Normalement, c'est ça la limite. C'est le à condition qu'elles soient en capacité de le dire. Voilà. Condition qu'elles soient en capacité de le dire. C'est ça le sujet. Voilà. Ouais. Et quand elle est en capacité de le dire, comme ça s'est passé pour moi à Comédie, il faut encore que la hiérarchie dise OK, on vous protège, virez-moi ce mec-là, et on vous protège. Là, l'idée, s'il y avait un présupposé chez Claire Basini, moi-même et Marie Toublanc, qui était, si on fait ça, on risque de perdre l'émission. Si on fait ça, on risque de se mettre dans les mains de Bolloré. Prenons notre chance, on a 2 mois, et dans 2 mois, c'est fini, il n'y a plus Bellatar. Et est-ce que vous pouviez faire des blagues sur Bellatar ? Voilà. Ah non, là, c'était le crime de lèse-majesté. Voilà. Parce que l'humour, c'est aussi la réciprocité. C'est-à-dire, si on est dans le cadre de l'humour, si on peut faire de manière réciproque les blagues. Madame Bayrou, monsieur le rapporteur, Madame Legrain. Madame Oui, Bayrou, je tenais juste à dire qu'on était terrorisés et que tout ce qu'on disait était retenu contre nous. C'est-à-dire qu'on pouvait dire quelque chose de complètement innocent un jour et 2 mois plus tard, on se le reprenait dans la gueule. Donc en fait, tout ce qu'on disait, c'était millimétré. On se permettait jamais de... Et on n'intervenait pas les uns pour les autres, et je te présente encore mes excuses, parce qu'on n'endormait pas la nuit. Voilà. C'est précisément ce qui décrit un rapport de domination, un rapport de toxicité, c'est que la réciproque ne soit pas possible, en fait. On peut être très lâche dans les rapports humains, à condition que ce soit dans les 2 sens, possiblement. Madame Legrain. Oui, merci beaucoup. Je trouve très intéressant cet échange avec la question de l'humour, parce qu'en fait, on revient au même questionnement qui nous agite quand on se pose la question du consentement, par exemple. C'est-à-dire qu'en réalité, finalement, on comprend assez bien les moments dans lesquels il y a l'égalité qui permet en fait de tous consentir à l'humour, et la question, en réalité, de la peur. Et ce que vous décrivez là, toutes et tous, c'est la peur. C'est d'être dans des conditions dans lesquelles le non n'est pas possible à dire, parce que ça va nous coûter. Et je trouve que et du coup, ça balaye aussi un certain nombre de choses qu'on peut entendre sur, oui, l'humour, chacun sait... En fait, c'est la question du pouvoir. Et c'est aussi toute la différence entre l'humour qui s'en prend aux puissants, à ceux qui, de toute façon, ne tomberont pas du fait de l'humour, et l'humour qui s'en prend aux faibles, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de dire « non, je ne veux pas que tu fasses cette blague sur moi ». Et donc ça, je trouve que vous le décrivez bien, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger sur la question du pouvoir et de où appartient le pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que le pouvoir revienne aux droits des gens ? Ce que vous avez dit, Monsieur Gassio, sur en fait, à un moment, comment le bien-être des femmes, la question du droit et du respect du droit, est ce qui doit préoccuper, et ce qui doit faire peur d'une certaine façon. Donc quand vous posez toutes ces situations, est-ce que vous envisagez, à ces moments-là, de quelle façon la peur aurait-elle changé de camp ? Qu'est-ce qui ferait peur à Yacine Bellatar ? Qui pouvait lui faire peur ? Et par quels moyens ? Voilà. Et en réalité, c'est sur les relations de pouvoir, c'est quel est le pouvoir qu'on construit, le contre-pouvoir qu'on construit à l'abus dominant des gens. Donc c'est à ça qu'on essaye aussi de réfléchir. Les pouvoirs qu'on se donne, donc la présidente l'a évoqué, il y a quand même une question il y a quelque chose qui existe qui est quand même le code du travail, qui régule en fait, et qui normalement donne des obligations, et qui font que si ces obligations ne sont pas respectées, il y a un pouvoir de la société à démettre quelqu'un de ses fonctions. Donc c'est toutes ces chaînes-là. Comment est-ce que vous le voyez ? Comment est-ce que vous avez vu des exemples à l'inverse où en fait le pouvoir s'est inversé ? Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de ça ? Parce qu'on entend aussi beaucoup, on sent que ça commence à faire peur, tout ce qui se passe, que la peur change de camp. Donc comment est-ce que ce pouvoir revient au droit, en fait, au respect du droit ? Et peut-être un point aussi sur le lien avec la question de la personnalité, parce que ça on l'entend beaucoup dans la commission d'enquête dans le monde de la culture, parce que on sent qu'il y a aussi si vous pouvez nous aider à démêler ce qui est de l'ordre en fait du professionnel, du talent, oui c'est un talent mais professionnel, de la personnalité, parce qu'on entend beaucoup l'idée que ce serait associé, que quelque part pour être talentueux faut être une forte tête, et puis forte tête au bout d'un moment on se rend compte que le mot forte tête va être employé parfois par certains pour décrire quelqu'un qui est en fait dans l'abus, dans la violence. Donc sur ce démêlage là entre la personnalité et le talent. Qui souhaite répondre ? Allez-y, je vous en prie.
Je n'ai pas encore assez réfléchi sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais quand même une piste. Moi, j'ai pas eu peur parce que mon pouvoir, c'est mon réseau. Et s'il y a une piste de réflexion à avoir sur le monde de l'audiovisuel de manière générale, c'est sur l'entre-soi. Je n'ai du réseau que grâce à ma famille. Au départ, alors après je travaille et je me fais le mien, mais au départ, mon père a fait ceci, mon oncle a fait ceci, ma mère est attachée de presse, elle travaille encore, etc. Donc en fait, c'est uniquement ça mon pouvoir, et j'en profite, mais je le dénonce aussi d'une certaine manière, c'est l'entre-soi de ce milieu qui fait que, c'est clair que je n'avais absolument pas peur de Béla Tarr professionnellement. J'avais peur du taré qui pouvait débarquer chez moi et avoir des attitudes violentes, mais je n'ai jamais eu peur professionnellement parlant. Le seul petit bémol avec Yacine, c'est que c'est contact, séduction, manipulation, agressivité, et à la fin, c'est quand même l'accusation de racisme. Dans 90% des histoires, ou même peut-être 100% des histoires qu'il a, on est tenaillé entre valeurs actuelles et le pouvoir en place. C'est-à-dire, en fait, il nous accuse de racisme, et peut-être que Nova avait peur de ça. Parce qu'il allait monter au créneau en disant qu'on allait virer le seul arabe qui avait une émission, ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il joue sur ça, et il joue sur le racisme systémique de notre société. Donc, dans le cas de Béla Tarr, c'est quand même, on a été beaucoup empêchés par ça. C'est aussi une manière de l'assurer son pouvoir. C'est-à-dire d'écarter toutes les personnes autour qui pourraient lui faire de l'ombre, c'est une manière d'écarter, de conserver son pouvoir. Madame Bayrou, vous vouliez répondre ? Et après, Oui, d'ailleurs, je prédis que sa ligne de défense à cette audition sera l'accusation de racisme. Hein. C'est gagné d'avance. Et pour répondre à votre question, moi, je vous aurais répondu il y a encore un an, naïvement, il faut témoigner, il faut parler à la police, il faut porter plainte. Sauf que M. Béla Tarr a été condamné à de la prison avec sursis pour menace de mort, et M. Béla Tarr a représenté la France au Maroc aux côtés de notre président Emmanuel Macron. Donc moi, j'arrive très pessimiste ce matin. J'aurais voulu avoir des solutions pour vous, mais malheureusement, je n'en ai pas. Voilà. Monsieur le rapporteur. Merci. Je voulais, parce que tout à... Oui, allez-y. Juste pour répondre à Madame Legrain, sur la personnalité, par exemple, sur les 3 femmes qui sont venues se plaindre, Aude Goni-Goubert était un fort caractère, c'est-à-dire qu'elle l'affrontait. Les 2 autres, Maud Givert et Constance, c'était des femmes que j'avais engagées contre la vie et qui avaient une personnalité, mais qui n'était pas une personnalité de grande gueule. Maud, c'était une autrice très faux folle, enfin je sais pas, je trouve pas le bon mot, mais qui travaillait dans un humour quand elle était en confiance, qui faisait des choses extrêmement douces et très drôles, absurdes, très rigolotes. Constance, elle pousse très 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 loin tous les sujets. Elle faisait des météos, elle a eu des problèmes monstrueux après à France Inter où elle a fini une chronique seins nus, quoi. Mais c'était des personnalités qui n'étaient pas en force. C'était des personnalités entre guillemets douces et inventives. Donc ça me faisait... moi, j'adorais ça, parce qu'il y avait un mélange entre des choses plus agressives, des choses plus douces, des différences d'humour, de l'absurde. J'aimais bien ces différences-là. Lui, non. Lui ne travaillait qu'avec les gens qui aimaient travailler en force. Donc, effectivement, je connais un peu l'humour de Christine, et ça ne peut pas coller face à lui. Il va forcément rentrer dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? C'est moi qui ai déclenché presque tout ça. Parce que moi, je suis allé porter plainte le jour où il m'a appelé pour me dire « Je vais tuer ta femme, tes enfants », et des paroles que je ne vais pas répéter en commission, mais que vous pouvez retrouver dans les procès-verbaux et même dans la presse, qui sont atroces sur ma maman. Et au téléphone, j'ai commencé à lui répondre sur le même ton, en lui disant « Mais c'était une bataille... » Enfin, vous dites ça entre vous, c'est une bataille de couilles, quoi. Voilà. Et puis très vite, au bout de 3 minutes, je me suis dit, mais il est fou. En fait, il est en boucle, il est taré, ce mec, il y a un problème. Et donc je lui ai dit, voilà, tu es à ça de la main courante, là. Et il continue. Donc je lui ai dit, je vais aller déposer une plainte. Et le fait de déposer une plainte, ça s'est passé en 2 temps. C'est pour ça qu'il y a eu
tous les témoignages, c'est que j'ai déposé une plainte, non pas parce que j'avais peur de lui, mais peur des réactions des gens qui le suivaient sur les réseaux, qui auraient pu venir me casser la gueule, parce qu'il connaît mon adresse, il connaît ma famille. Et donc je dépose cette plainte, je dis ça à la police très tranquillement, ça prend une demi-heure, je signe mon machin et tout ça. Le lendemain matin, la police me rappelle, la patronne du 6e arrondissement me rappelle du gros truc en me disant « Vous pouvez revenir ?» Je dis « Oui, mais oui, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Est-ce que vous pouvez nous répéter les mots exacts qu'il vous a dit au téléphone ?» Je dis « Je crois que je les ai dit. » Donc on a fait un travail, j'ai fait un travail pour me souvenir encore. Et je dis « D'accord. » Elle me dit « On a une quarantaine, depuis 10 ans, on a une quarantaine de témoignages avec les mêmes mots. » Et c'est simplement parce que ma plainte est remontée chez le procureur très vite, parce que c'était marqué Gassio dessus, et que le procureur a dû prendre la plainte, c'est marqué Gassio, et se dit « Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore, lui ?» Parce que généralement, c'est moi qui suis emmerdé, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ben non, tiens, il fait « Ah, mais il dit, mais on n'a pas des choses là-dessus ?» Et ils vont chercher, et il me rappelle le lendemain. Et donc, du coup, il est mis en garde à vue. Là, il a interrogé 48 heures, il passe 24 heures chez le juge. Il va, effectivement, ce que dit Christine, il y a au tribunal, et les seuls qui peuvent, dont le témoignage est retenu, c'est 4 mecs. Il n'y a pas une fille. Alors qu'au départ, ça parle de 40 nanas. Moi, on me dit, il y en a 40. Alors, il s'avère qu'il y en a une vingtaine. Mais c'est 4 mecs. Kader Aoun, Kevin Razi, Azenkot, et je ne sais plus j'ai oublié le dernier. Mais c'est 4 mecs qui, eux, ont eu le réflexe de l'enregistrer. Sinon, tout le reste, moi, ma plainte, elle n'est pas recevable, c'est au téléphone. C'est sa parole contre la mienne. Même si on voit qu'il m'a appelé, le temps. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est forcément faire ça, faire des procès, qu'il y ait une jurisprudence qui leur fasse peur. Il faut qu'il ait peur, à un moment. Mais quand le président de la République l'invite à faire un voyage avec lui au Maroc et qu'il a toutes les caméras, qu'il fait la bise au ministre de l'armée de l'époque, qui va encore changer, là, récemment, je pense. Et ben, ça lui donne ce pouvoir. Non, t'aimes pas ce débat. Non, mais je... Juste pour préciser une petite chose, parce qu'au début, vous aviez dit les 3 femmes qui m'ont parlé sont 3 femmes qui avaient un caractère particulier. L'élément essentiel que vous avez dit pour décrire ces 3 femmes, c'est surtout que c'était vous qui les aviez embauchées et pas Yacine Bellatar, de sorte qu'elles avaient un pouvoir que les autres n'avaient pas forcément. Et donc, elles avaient la capacité à vous référer à vous ce que les autres n'avaient pas. Parce que le problème de mettre le caractère dans l'analyse, c'est que ça renvoie celles qui n'ont pas pu parler sur le moment à une forme de faiblesse de caractère, ce qui évidemment n'est pas le cas. C'est une situation sociale, un réseau dans lequel on est ou dans lequel on n'est pas, et c'est ce que vous disiez de manière très, très forte tout à l'heure. Madame Legrain, monsieur le rapporteur. Madame Legrain. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est très bien de l'avoir souligné, le fait que là, les institutions... la justice, mais aussi, ça a été dit, le président de la République, fait des traitements différenciés. Voilà. Déjà, sur la question de la justice, vous avez souligné le fait que c'était, donc si je comprends bien, c'est essentiellement, en fait, c'est les plaintes d'hommes qui sont entendues. Donc, est-ce que... vous nous avez rappelé, vous nous avez dit que on vous avait dit que comme il y avait eu un baiser, ce serait, en fait, difficile à développer. Donc peut-être sur ce point-là, sur le continuum des violences, et le fait que là, on voit bien qu'on a affaire à des récits de violences assez continues et vis-à-vis de tout le monde, mais qu'il y a des violences qui sont plus ou moins banalisées et qui sont plus ou moins faciles ou difficiles à dénoncer. Et que quand on va voir la police en disant « j'ai été menacée de mort », alors après, si on est connu de ce que vous décrivez, si on est connu, la police en plus va aller enquêter en plus, mais les menaces de mort, ça, on l'entend, mais la question de l'agression sexuelle ou des violences à caractère sexiste, on les entend moins. Est-ce que sur cette différence-là, est-ce que ça, vous l'avez donc vécu du côté de la police, est-ce que du côté du milieu de la culture et de l'humour, vous pouvez en parler, et aussi nous dire ce que vous ressentez vis-à-vis des responsabilités politiques dans la période, parce que vous avez été plusieurs à mentionner le fait que M. Bellatar avait accompagné le président Macron dans des voyages officiels. Qu'est-ce que vous attendriez en fait aujourd'hui ? Il y a le champ de la justice, mais il y a le champ en fait du politique, du discours politique là-dessus. Il y a le champ aussi du domaine de l'humour dont vous attendez des choses. Qu'est-ce que vous attendez des autorités qui représentent ces différents champs
pour faire valoir en fait vos droits et reconnaître les violences dont vous avez été victime. Alors, comme l'heure avant, je vous propose Monsieur Balanant, Monsieur Fay, et comme ça vous répondrez collectivement. Monsieur Balanant. Juste une remarque pour les personnes qui écoutent et qui regardent, et peut-être qu'il y a des gens qui ont été victimes de faits. Porter plainte tout le temps. La preuve, Monsieur Gassiot a porté plainte. Effectivement, sa plainte a eu peut-être un traitement différencié parce qu'il y a un nom, mais elle a pu aboutir justement parce qu'il y avait eu 40 plaintes et 40 remontées d'informations, 20 ou 40. Et donc, c'est toujours utile, effectivement. Et moi, je le redis parce que c'est important de le dire. Là, c'est des gens qui avaient eu le réflexe il y a eu des preuves par le téléphone, mais les plaintes sont toujours utiles, toujours. Et c'est difficile de porter plainte, on le sait. Et on aura, on espère, dans nos propositions, justement peut-être des pistes de réflexion pour faciliter les dépôts de plainte et pour que les plaignants soient accompagnés. Voilà. Donc je voulais le dire. Monsieur Fay. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour. Suite à vos différentes interventions, j'entends bien, c'était axé sur Yacine Bellatar. Je voudrais savoir déjà dans un premier temps si vous estimez que le milieu exacerbe beaucoup plus ce genre de comportement, parce que ça peut se retrouver bien sûr dans tous les champs de la société. Et puis, suite justement à ce que vous avez dénoncé, est-ce que le milieu s'est doté d'outils pour prendre la parole, pour peut-être vous aider, vous accompagner, je ne sais pas, genre de déontologue? Est-ce qu'il existe maintenant ou ce qui n'existait peut-être pas avant? Y a-t-il eu une prise de conscience du milieu? Merci. Je vous propose de répondre successivement. Qui souhaite commencer? Madame Béraud. Vas-y. Alors déjà, je voudrais répondre à Monsieur Balanant, lui rappelant, mais il le sait, vous l'avez dit que c'est extrêmement difficile de porter plainte. On ne sait pas comment on va être reçu, si on va être entendu. En plus, on n'est pas toujours, et je mets des gros guillemets, la victime idéale. Parce que moi, ce qui m'a empêchée de parler souvent, c'est que j'ai accepté ce climat de flirt, et je vais dire quelque chose d'horrible, mais c'est la vérité, et je sais que beaucoup de femmes ont accepté des choses de leur agresseur pour ça, c'est que quand il flirtait avec moi, quand il était dans le registre de la séduction, je me sentais en sécurité. Parce qu'il ne pouvait pas être à la fois flirtant et à la fois agressif. Et c'est pour ça, parce que quand j'ai accepté un baiser, et après l'agression, donc il m'a mordu la lèvre, j'avais la lèvre en sang, et il m'a embrassée dans un ascenseur, je dirais 4 mois après, et je me suis laissée faire, j'étais sidérée, parce que je savais que parce que je me laissais embrasser ce soir-là, je n'allais pas être humiliée. Donc allez expliquer ça, il n'y a rien de plus compliqué à expliquer qu'une relation d'emprise. Je savais que si je me laissais embrasser, j'étais tranquille pour une soirée. C'était un événement mondain auquel l'équipe télé était invitée. Donc voilà. Ensuite, c'est long, on ne sait pas comment ça va se passer, ça coûte de l'argent aussi. Et surtout, moi, ce qui me faisait très peur avant d'aller parler, c'était la confrontation. Finalement, elle n'a pas eu lieu, à mon grand désespoir, puisque ma plainte a été mise de côté, et j'ai su qu'il avait dit que j'avais menti, tout simplement. Puis hop, c'est passé à la trappe, et je n'ai pas eu le luxe d'être prise, d'être à vos côtés lors du procès. Voilà. Merci. Qui souhaite répondre? Moi, je souhaite répondre. Alors déjà, donc, pour porter plainte, par exemple, bon, effectivement, c'est tout un cheminement. Ça prend du temps. Voilà, ça coûte cher, tout ça. On est intermittent du spectacle. Ça prend beaucoup d'énergie. On est tous nos propres patrons. Donc déjà, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie parce que quand on n'a pas de boulot, c'est à nous de nous le créer sans arrêt. Donc effectivement, à un moment, moi, je me suis posé la question, mon énergie, j'ai pas envie de la mettre là-dedans. Déjà que, voilà. Ensuite, comme il y a aussi d'autres artistes que j'admirais, moi, par exemple, qui étaient mes partenaires de jeu, qui savaient, en fait, peut-être que j'attendais aussi que ces acteurs que j'admire m'aident un petit peu, mais en les voyant continuer à travailler avec, en fait, forcément, on se dit peut-être que c'est de ma faute. Ensuite, comme je vous le dis, quand j'ai eu cette journaliste qui me dit qu'un baiser est une agression sexuelle, je tombe de haut parce que je me dis, si ça c'est une agression sexuelle, je suis multi-agressée.
Et dans ces cas-là, je porte plainte. Je fais quoi? Je passe là les 5 prochaines années de ma vie à porter plainte? Non. Donc, en fait, et donc c'est là pour moi où les choses changent, parce qu'on commence à en parler, on commence à expliquer aux femmes justement qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable. Vous parliez tout à l'heure de la vie privée, vie professionnelle. En fait, dans nos métiers, c'est vrai que la frontière n'existe presque pas. Aujourd'hui, je suis maman, il y a une frontière, mais avant, moi j'étais jeune femme célibataire, mon travail et ma vie perso, c'est la même chose. Donc du coup, il n'y a pas forcément de limite. Et voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que j'ai répondu. Merci. Je vous propose... Ah pardon, Madame Beguela. Juste quand même Madame Debevilowski. de dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites et qui fonctionnent. Je travaille en ce moment dans une société de production. Le directeur de production a été, je crois, obligé de faire une formation au CNC sur les violences sexistes et sexuelles. Et je ne sais pas si ça l'a alerté sur... des blagues ou des ambiances de travail. En tout cas, ça l'a alerté sur la responsabilité juridique qu'il avait, et je crois que c'est ça qui a le plus fonctionné, dans la mesure où s'il y a quelqu'un qui tombe et qu'on est directeur de production, on est responsable, et voilà, le parallèle était fait avec les violences sexuelles, et en tout cas, j'ai l'impression que ça a marché. Merci, je vous propose qu'on s'en arrête là. Je voudrais juste dire un petit mot sur les plaintes, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très peu compris, en effet, sur les raisons pour lesquelles on ne porte pas plainte immédiatement. Il y a aussi cette idée qui est assez peu mise dans le débat, qui est que comme on vient d'être humilié, on se dit qu'on est assez forte, ou assez fort, mais plus souvent assez forte, pour surmonter ça. Et quelque part, c'est aussi notre réponse à l'humiliation que de tenir et de se prouver à soi-même qu'en fait, nous sommes plus fortes que cela. Et je voudrais juste dire aux personnes qui nous écoutent que précisément aujourd'hui, ça n'est pas à nous de gérer ça de manière interpersonnelle. C'est-à-dire que c'est un trouble à l'ordre public. Les agressions sexuelles, les viols, les violences sont des troubles à l'ordre public. C'est pour cela que c'est dans le code pénal, et c'est pour cela que c'est à la société de gérer et pas à nous de le faire. Je me permets de le préciser. Je vous remercie beaucoup pour cette audition.